Il y a en tout cas un choix qui est fait entre un patient plutôt qu'un autre. Donc après, on peut jouer sur les mots. Non, on ne trie pas les enfants à l'entrée de l'hôpital. Les mots ont un sens. Je le redis avec force, notre système de santé prend en charge tous les enfants en situation de détresse. Qu'on appelle ça tri, priorisation ou choix, ça revient au même. Il y a des patients qui devraient être hospitalisés, qui ne sont pas hospitalisés actuellement, et d'autres patients qui sont hospitalisés, mais pas dans les conditions dans lesquelles ils devraient être hospitalisés actuellement. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, ou est-ce que dans d'autres établissements d'Île-de-France, ça arrive, ça, le transfert des enfants? Ah oui. Et qui sont évidemment sans danger d'après François Braun? Alors, non. C'est pas sans danger. Oui, ça nous arrive. On a transféré des patients dans d'autres réas en dehors de l'Île-de-France. Donc ça veut dire qu'un enfant qui a une bronchiolite peut se retrouver hospitalisé à Lille, à Amiens, à Rouen. Parce que l'Île-de-France, en tout cas l'hôpital public, la PHP, en tout cas nous là où on travaille, n'était plus en capacité d'absorber. On ne peut pas dire que c'est sans danger de transporter des enfants aussi petits dans un état réanimatoire à 1h30 ou 2 heures. De l'endroit initial de la prise en charge. Si jamais l'état de l'enfant se dégrade pendant le transport, on ne fait pas une réanimation d'aussi bonne qualité dans un camion du SAMU que dans une réanimation. Que ça soit en neurologie, en pneumologie, en chirurgie, en réanimation, nous on a quand même 20% de nos lits fermés depuis 2019. Donc avant même le Covid. Avant même le Covid, parce qu'on n'arrivait pas à recruter. Donc on savait en septembre qu'on n'arriverait pas à absorber cette épidémie qu'on absorbe depuis des années. On s'est tous serré les coudes pour passer cette pandémie mondiale. Mais en 2019, on était dans la rue et je crois que c'était le 14 février 2020 qu'on avait manifesté tous ensemble, on avait fait une grande marche. Et donc si on avait été entendu, écouté, compris à cette époque, peut-être qu'on aurait pu éviter la catastrophe dans laquelle on savait, nous, qu'on y allait. Donc moi, je suis dans cet hôpital depuis 2007. J'ai toujours voulu faire ça. Je suis réanimatrice. Et c'est la première année où je me dis que je vais peut-être arrêter. Changer complètement de voie. D'accord. Je ne me vois absolument pas faire autre chose. Mais des hivers comme celui-là, j'en tiendrai pas deux. Donc s'il n'y a pas de réforme structurelle engagée, si on voit pas un peu de lumière au bout du tunnel, moi je tiendrai pas non plus. Bonjour tout le monde, on se fait un nouvel entretien. Cette fois, je suis avec deux médecins de l'hôpital Trousseau dans le 12e arrondissement. Donc Julia Stark et Julie Gilbert. Non, c'est pas ça. Non, c'est... Donc, ça commence très bien. Julia Gilbert. Julia Gilbert et Julie Stark. Très bien, merci beaucoup. C'est pas évident sur les prénoms. Alors, on a décidé de... Enfin, on vous a demandé un entretien parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 semaine, 2 semaines au moment où on tourne la vidéo, vous, Julie Stark, c'est ça. Vous avez un peu défrayé la chronique et vous avez réveillé le ministre de la Santé François Braun qui a dit que vous avez a priori d'après lui dit qu'il y avait des tris à l'hôpital, notamment en pédiatrie. Lui a dit que c'était pas vrai, qu'on pouvait pas dire ça. On doit croire qui, nous? Alors oui, j'ai défrayé la chronique malgré moi. En fait, depuis fin octobre, le collectif de pédiatrie issu du CIH a tenu à alerter les autorités et à alerter notamment nommément le président de la République sur la situation en pédiatrie, parce qu'à ce moment-là, on était au tout début de l'épidémie de bronchiolite et on sentait bien que la situation était d'ores et déjà critique. Critique parce qu'on manquait de lits d'hospitalisation, alors pas seulement des lits de réanimation, mais des lits d'hospitalisation en général, et que ces lits d'hospitalisation manquaient parce qu'on n'avait pas le personnel paramédical pour les ouvrir, et que par manque de lits d'hospitalisation, que ce soit en réanimation ou dans les autres services, on était obligé de faire des prises en charge dégradées et de mettre en danger les patients. Et ça au tout début de l'épidémie. Et puis l'épidémie a monté est devenue de plus en plus forte et donc la situation est devenue de plus en plus critique jusqu'à ce que le ministre mette en place le plan Orsan. Et donc Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le plan Orsan? Le plan Orsan, c'est un plan normalement utilisé pour les situations de crise exceptionnelles. C'est pas tout à fait l'équivalent du plan blanc, mais bon, ça permet à différents niveaux de déprogrammer des soins, de déplacer des équipes d'un service où on aurait un peu moins besoin d'eux à un autre service, etc.
Et donc, mon intervention sur le tri, en l'occurrence, fait suite à la déclaration de ce plan Orsan, où j'ai dit que ça ne faisait que acter ce qu'on faisait déjà depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'on était contraint, par manque de lits d'hospitalisation, de ne pas hospitaliser des patients, par exemple atteints de maladies chroniques, qui avaient besoin d'un bilan pour quelque chose ou d'une adaptation de traitement, et qu'on était obligé aussi de déprogrammer certaines chirurgies pour pouvoir faire face à une épidémie habituelle de bronchiolite, et que du coup ça voulait dire qu'on choisissait les patients et en d'autres termes qu'on les triait. Donc de facto, il y avait effectivement des tris, quoi. Il y a en tout cas un choix qui est fait entre un patient plutôt qu'un autre. Donc après, on peut jouer sur les mots. On peut choisir le mot choix, le mot priorisation. Mais enfin, le fond du problème, c'est qu'il y a certains patients qui devraient être hospitalisés, qui ne sont pas hospitalisés, au bénéfice d'autres pour lesquels l'hospitalisation est plus urgente. Donc on appelle ça tri, priorisation ou choix, ça revient au même. Il y a des patients qui devraient être hospitalisés, qui ne sont pas hospitalisés actuellement, et d'autres patients qui sont hospitalisés, mais pas dans les conditions dans lesquelles ils devraient être hospitalisés actuellement. D'accord. Et donc docteur Guilbert, tout à l'heure justement sur la bronchiolite, nous ce qui nous étonne un peu, c'est que la bronchiolite, c'est vrai que déjà en 2019, je crois la précédente crise de la bronchiolite où il y a eu des transferts, c'était 2019. Et c'est vrai qu'à mesure que l'hôpital se dégrade, nous cet été on se disait mais s'il y a la bronchiolite, qu'est-ce que ça va être? Et c'est vrai que tout à l'heure quand on parlait, vous disiez mais depuis le 5 septembre, vous étiez au courant. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le 5 septembre? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Parce qu'on peut imaginer que de septembre à octobre, novembre, peut-être que quelques mesures auraient pu être prises, non? Alors, ce qu'on sait, nous, pédiatres, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pendant l'épidémie de bronchiolite, on déclenche ce qu'on appelle le plan EpiVer, qui est en fait une augmentation de notre capacitaire. Donc en pédiatrie, on l'évalue à peu près à 120%. Et c'est ce qu'on fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on anticipe dès le mois de juin quel lit on va ouvrir, avec quelle infirmière, des infirmières du pool. On le sait là depuis juin et depuis septembre qu'on n'arrivera pas à avoir ces 120% puisqu'on part de 80%, puisqu'on part déjà avec 20% de lits fermés, globalement dans presque tous les services d'hospitalisation, que ce soit en neurologie, en pneumologie, en chirurgie, en réanimation. Nous, on a quand même 20% de nos lits fermés depuis 2019. Donc avant même le Covid. Avant même le Covid, parce qu'on n'arrivait pas à recruter. Donc on savait en septembre qu'on n'arriverait pas à absorber cette épidémie qu'on absorbe depuis des années. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Être entendu avant, c'est-à-dire en 2019, parce que je vous rappelle qu'en fait en 2019, tous les soignants de toutes les spécialités, de tous les corps de métier étaient dans la rue et qu'on a arrêté notre grève parce qu'il y a eu la pandémie mondiale et qu'on s'est tous serré les coudes pour passer cette pandémie mondiale. Mais en 2019, on était dans la rue et je crois que c'était le 14 février 2020 qu'on avait manifesté tous ensemble, on avait fait une grande marche. Et donc si on avait été entendu, écouté, compris à cette époque, peut-être qu'on aurait pu éviter la catastrophe dans laquelle on savait, nous, qu'on y allait. Oui, et on dit on savait depuis juin ou septembre. En fait, en période calme, c'est-à-dire en pédiatrie au printemps et à l'été, on était d'ores et déjà en réanimation, mais c'est aussi vrai pour tous les autres services de pédiatrie de l'hôpital, à 15-20% de lits fermés, par manque de personnel. Donc on sait d'ores et déjà que même si on arrivera à augmenter un peu notre capacitaire, on arrivera à peine aux 100%. Et nous, c'est ce qu'on vient à peine d'atteindre enfin là depuis une semaine grâce à des renforts de la Réunion et à des renforts de réanimation adulte. On vient juste d'atteindre notre capacitaire habituelle. Et donc on savait d'ores et déjà que les 20-25% supplémentaires dont on a besoin chaque année depuis 30-40 ans pour absorber l'épidémie de bronchiolite, on ne les atteindrait pas. C'était su, ça a été dit, mais ça n'a pas été entendu. Il y a une question qu'on pose souvent, c'est parce que nous, moi en tout cas je le vois à l'Assemblée, dès qu'on parle de l'hôpital, à chaque fois on a le droit à Ségur, 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 Ségur. Alors on a du mal à comprendre pourquoi, parce que là entre 2019 et aujourd'hui, on a eu le Ségur notamment de la santé qui est apparu, qui a été... Des fois ils disent qu'ils l'ont donné, en fait ils l'ont pas donné, ils ont été obligés d'accorder un peu de Ségur. Mais vous, comment vous l'analysez? Comment ça se fait que le Ségur n'a rien changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on essaie de l'analyser de manière collective, c'est pas individuel. Le Ségur n'est pas rien. Aucun collectif n'a dit qu'il ne s'était rien passé avec le Ségur. Il y a eu un énorme rattrapage de tout ce qui a manqué pendant les 15-20 dernières années. Donc oui, il y a eu une augmentation des primes, c'est ce que je vous disais. C'est pas des salaires, c'est des primes.
Il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'était largement en dessous de ce qu'on demandait et surtout aucune réforme structurelle sur tous les items qu'on demande depuis des années. Il n'y a pas que le salaire, on demande évidemment une revalorisation du travail de nuit, du travail de week-end, du salaire de base pour les infirmières, des aides-soignants, des médecins. On demande tout ça, mais on demande surtout des réformes structurelles pour que l'hôpital puisse accueillir tous les patients. Oui, le Ségur en fait a apporté certaines choses. On ne nie pas qu'il y a eu des avancées pendant le Ségur, mais elles sont insuffisantes. Elles sont clairement insuffisantes, notamment pour rendre l'hôpital public de nouveau attractif. Parce que c'est ça le nœud du problème, c'est que depuis des années, parce que la situation se dégrade et parce qu'il n'y a pas de réforme structurelle, parce qu'il n'y a pas de réflexion de fond sur les solutions à apporter, la qualité de travail et les conditions de travail se dégradent. Et donc, les soignants partent au fur et à mesure. Et le Ségur n'a pas arrêté cette hémorragie parce que ce qui a été mis en place sous forme de prime n'est pas suffisant pour rendre l'hôpital public de nouveau attractif. Il faut un véritable choc d'attractivité si on veut pouvoir déjà faire en sorte que les soignants qui, pour l'instant, sont encore à l'hôpital public et ont l'hôpital public chevillé au corps veuillent rester et ne veuillent pas partir. Et c'est loin d'être gagné parce que là, avec le mépris actuel sur la situation et les mesurettes aiguës qui sont prises en compte, c'est pas ça qui va faire rester les gens. Ouais. Et puis une fois que l'hôpital public sera de nouveau plus attractif, peut-être qu'on aura moins de difficultés à recruter. Les difficultés actuelles sont des difficultés de recrutement. Alors on nous dit oui, il faut 4 ans pour former une infirmière, voire 10 ans pour former une infirmière de réa, il faut 10-12 ans pour former un médecin. On est d'accord. Mais le problème aussi, c'est que les gens n'ont plus envie de travailler à l'hôpital public. Des infirmières formées, des infirmières de réanimation formées, nous on les a vues partir par dizaines depuis quelques années. Et ils sont juste soit allés faire autre chose, soit allés faire de l'intérim. Et peut-être que ces gens-là, si l'hôpital public est de nouveau plus attractif, ils auront envie de revenir. Donc des gens formés, il y en a, ils n'ont juste pas envie de postuler à l'hôpital public dans les conditions actuelles de travail. Et c'est en ça qu'il faut des réformes structurelles. Les mesures d'urgence... Parce qu'il y a eu 400 millions, oui. François Braun avait donné... Alors 400 millions, ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant en millions, on ne sait jamais trop de quoi on parle. Et il disait c'est du paracétamol pour faire passer la fièvre. C'est lui qui a dit ça ? Oui, c'est lui qui a dit ça, Maxime. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 400 millions, c'est pas rien. Encore une fois, c'est pas rien. Mais on nous dit que ça va être réparti sur l'ensemble des services en tension. Donc autant dire quasiment l'ensemble des services de l'hôpital public. Donc on ne sait pas ce qui va être alloué à la pédiatrie. Et vu que ça va être saupoudré sur un ensemble de services, c'est pas ça qui va permettre de rendre l'hôpital public plus attractif. Ça va être et de encore une fois, en fait. Oui, c'est pour financer les mesures d'urgence, c'est-à-dire c'est pour financer l'augmentation du taux horaire de nuit de 1 à 2 euros brut jusqu'en mars 2023. Et puis après, il n'y a plus rien. Les gens, ils vont... Là, c'est une petite pilule pour nous faire tenir l'hiver, mais une fois que ça sera fini, une fois que le plan Orsan sera levé, si rien ne change, le personnel paramédical et médical va continuer de partir de l'hôpital public. Et ce serait quoi les signaux forts qui pourraient justement être mis en avant de la part du gouvernement pour... en bref, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi, le minimum qu'il faudrait faire? Ce que demande le collectif sur ces différentes revendications et des lettres ouvertes adressées au président, c'est plusieurs items. Le ratio par infirmière. C'est vraiment une infirmière, on doit avoir un plafond pour qu'elle puisse s'occuper des patients. On parle de la pédiatrie, mais on parle aussi de l'adulte dans toutes les spécialités. Et c'est aux médecins et aux soignants de discuter et de proposer des choix. C'est-à-dire que ce n'est pas au gouvernement de dire c'est 8, 10, 15 ou 20 patients. C'est pas possible qu'on puisse imaginer qu'une infirmière ait 30 ou 35 patients en charge. Ça arrive ? Oui. Ok, d'accord. Ou par exemple une infirmière de pédiatrie avec 16 enfants. Ce n'est pas possible. Elle travaille 12 heures, vous imaginez le temps qu'elle passe par enfant, c'est-à-dire rien si elle a des médicaments à donner. Donc ce n'est pas possible. Donc les ratios,
Et les ratios, ils ne peuvent pas être les mêmes d'un service à l'autre. Et les meilleures personnes pour définir ces ratios, ce sont les soignants qui sont sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion qui soit engagée là-dessus. Et pour l'instant, on n'a eu aucun engagement là-dessus. Mais effectivement, si une infirmière, on lui dit bah, tu t'occuperas au maximum de 8 patients, et ben là, elle aura de nouveau l'impression d'avoir le temps de faire du soin et pas que de la technique. Et elle rentrera chez elle en ayant l'impression d'avoir mieux fait son travail. Et du coup, elle aura probablement envie de rester. Et donc, ce plafond ou ces ratios, c'est quelque chose de fondamental. Et pour l'instant, on n'a eu aucun engagement là-dessus. Donc, les ratios. Pour la pédiatrie, la remise en place de la formation de la pédiatrie dans les écoles d'infirmières. Inadmissible que ça ne soit plus. Vous pouvez nous l'expliquer ? Ce que c'est justement. En fait, c'est que depuis la réforme, il n'y a plus d'enseignement de pédiatrie aux infirmières dans l'école d'IFSI, donc l'école pour former des infirmières. Elles n'ont plus de module de pédiatrie. Donc en fait, elles n'appréhendent même pas ce que c'est la pédiatrie. Donc comment vous voulez donner envie à une infirmière d'aller faire de la pédiatrie si elle n'a jamais été formée, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas. Elle ne connaît pas les maladies de la pédiatrie. La pédiatrie, c'est pas des petits humains en miniature qui font des maladies humaines en miniature. Non, c'est des patients qui ont des vraies maladies, qui sont très graves, qui parfois nécessitent des grosses prises en charge techniques. Et donc, du coup, il faut remettre ces modules de formation. Donc ça, c'est aussi un autre item donc, qui est plutôt spécifique à la pédiatrie. Il y a la revalorisation salariale, la revalorisation du temps de travail sur le week-end et sur les nuits, parce qu'on n'a plus de soignants la nuit. Enfin, il n'y a plus personne qui veut travailler de nuit sur ces salaires-là. Parce que la revalorisation actuelle, c'est quoi? C'est 90 centimes, c'est ça, de l'heure, non? À l'heure actuelle, pour les paramédicaux, je crois que c'est ça. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on n'est pas... Alors, ils ont une... Je ne connais pas leur taux horaire, il faudrait revoir ça avec les paramédicaux. Ce que disait la cadre tout à l'heure, c'était que pour une infirmière qui fait un mois complet de nuit, elle gagne 150 € de plus que sa collègue qui fait que du jour. Ce n'est pas suffisant. En réa, elles travaillent 12 heures, parfois elles n'ont pas le temps de manger, elles font des pauses maximum de 10 à 15 minutes, ce n'est pas possible. D'accord, parce que justement sur le travail de nuit, en plus, il y a tout un tas de nuisances que peut avoir le travail de nuit, même sur la santé, etc. Exactement. D'ailleurs, jusqu'à peu, la pénibilité, elle était comptée dans les métiers du soin, me semble-t-il. Alors, nous, pour les médecins, jamais, parce que vous avez un quota de nombre de nuits qui est très important. Donc, je crois, pour les infirmières, il faut qu'elles soient, quand elles sont à 50%, ce n'est pas compté. Il faut qu'elles soient, ça faudrait redemander à notre cadre, mais il faut qu'elles soient au moins aux 3/4 de leur temps de travail de nuit. En fait, il faut faire beaucoup de nuits pour que la pénibilité soit comptée. Donc, pour les médecins, jamais. Alors qu'on peut faire, certains médecins peuvent faire 4 à 5 nuits par mois. Ok, d'accord. Et c'est la pénibilité du travail de nuit, certes, mais du travail de week-end aussi. En fait, les infirmières, quand elles travaillent à l'hôpital public, elles font un week-end sur 2. C'est hyper contraignant sur le plan personnel, sur le plan familial, etc. Si ça, c'est pas revalorisé et reconnu comme étant une réelle pénibilité avec un réel impact sur la vie de famille et la santé, vous aviez raison, et ben, à bout d'un moment, elles n'ont plus envie de faire ces sacrifices-là pour ces salaires-là. Si on reconnaît mieux financièrement cette pénibilité, peut-être qu'elles se diront oui, c'est un sacrifice, mais en même temps, ça vaut un peu plus le coup, et donc on arrivera mieux à recruter. D'accord. Et les parents, parce que là tout à l'heure, moi je suis passé devant les urgences en voulant monter. Alors après, moi je passe jamais aux urgences pédiatriques parce que j'ai pas d'enfants, donc c'est rare que je m'y retrouve. Mais il y avait quand même du monde. Les parents, ils ont dit quoi de cette situation-là? Ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe à l'hôpital, ou ils sont habitués au mode dégradé de l'hôpital? Non, les parents, ils sentent ce qui se passe à l'hôpital. Ils voient bien que les équipes se plient en 4, en 8, en 12 et ils font tout pour que ça se passe au mieux. Mais ils ressentent le fait qu'on soit débordé. Ils ressentent le fait qu'on n'ait pas, que les infirmières, parce qu'elles ont des enfants en surnombre ou trop d'enfants à charge, elles n'aient pas le temps de leur expliquer comme il faudrait toute la prise en charge, mais qu'elles se concentrent plutôt sur les gestes techniques. Ils ressentent tout ça. Après, ils nous en veulent rarement. On fait rarement face à des parents agressifs, et heureusement.
parce que c'est pas nous qui avons choisi cette situation-là. Mais ils le ressentent quand ils passent des heures et des heures à attendre aux urgences et qu'ils voient l'état de leur enfant se dégrader au fur et à mesure, et puis que tout d'un coup ils voient débarquer une équipe de réanimation parce que l'état de leur enfant est devenu grave. Ils se rendent compte de tout ça. Quand on met des parents dans le couloir, ils se rendent bien compte que c'est pas adapté. Ils se font le plus petit possible pour nous gêner le moins possible. Et puis il y en a qui râlent un peu et qui savent qu'ils râlent pas contre les bonnes personnes parce qu'on n'y est pour rien, mais qui disent mais quand même c'est un peu scandaleux, là je suis dans le couloir, etc. Les parents ils se rendent compte, ils savent. D'accord. Et sur la question, notamment, il y avait eu le témoignage c'était un père de famille, je ne sais plus sur quelle télé, parce qu'il y a les enfants qui ont été transférés aussi. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, ou est-ce que dans d'autres établissements d'Île-de-France, ça arrive, ça, le transfert des enfants? Ah oui. Et qui sont évidemment sans danger, d'après François Bourny? Alors, non. C'est pas sans danger. Oui, ça nous arrive. Ça nous est arrivé pas mal de fois entre octobre et novembre. Donc en fait, c'est des enfants qu'on mettait dans le couloir et on attendait une place dans une autre réa de Paris, d'Île-de-France ou de France. D'accord. Donc on a transféré des patients dans d'autres réas en dehors de l'Île-de-France. Donc ça veut dire qu'un enfant qui a une bronchiolite peut se retrouver hospitalisé à Lille, à Amiens, à Rouen, parce que l'Île-de-France, en tout cas l'hôpital public, la PHP, en tout cas nous là où on travaille, n'était plus en capacité d'absorber cette épidémie habituelle. D'accord. Et ce qui a été comptabilisé, donc ce sont les transferts d'enfants réanimatoires vers d'autres réanimations en France. Et donc on a explosé le nombre de transferts qui avaient déjà à l'époque choqué et déclenché le rapport de l'IGAS. C'était très peu, c'était beaucoup, mais c'était... On a explosé ce quota, j'ai pas tenu les derniers comptes, mais on est à plus de 40 enfants qui ont été hospitalisés hors Île-de-France. Et ça, ce ne sont que les patients réanimatoires, parce qu'il y a un certain nombre de patients non réanimatoires, mais qui nécessitaient une hospitalisation dans un service de pédiatrie lambda, qui eux ne sont pas transférés par les équipes de SMUR, mais transférés par des ambulances. Et quand on entend nos collègues, il y a eu plusieurs dizaines de transferts d'enfants non réanimatoires. Ces transferts-là ne sont absolument pas comptabilisés. L'ARS n'a pas ces chiffres. Donc les transferts d'enfants réanimatoires, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais il y a aussi de nombreux enfants non réanimatoires qui ont dû être hospitalisés hors Île-de-France, mais c'est vrai aussi en province. Il y a des enfants qui ont dû être hospitalisés en dehors de la région, juste parce que l'hôpital public, pour une épidémie habituelle, ne pouvait plus assurer sa mission de soins et d'hospitalisation de tous les enfants qui le nécessitent. Et donc ça, c'est autant de parents qui du coup se retrouvent à devoir faire aller sans bornes pour oui, et on ne peut pas enfants, dire que le transfert, d'un enfant réanimatoire qui a besoin d'une réanimation et donc de soins techniques et surtout d'une surveillance très rapprochée est sans danger. Quand il est fait hors Île-de-France, quand on met 1h30 ou 2 heures pour aller à Lille, oui, les équipes prennent le moins de risques possible. Il y a un médecin présent, il y a une infirmière présente, il y a des machines de réanimation présentes, mais on ne fait pas une réanimation si jamais l'état de l'enfant se dégrade pendant le transport. On ne fait pas une réanimation d'aussi bonne qualité dans un camion du SAMU que dans une réanimation. Donc on ne peut pas dire que c'est sans danger de transporter des enfants aussi petits dans un état réanimatoire à 1h30 ou 2 heures de l'endroit initial de la prise en charge. Je vais vous poser une dernière question. Comment vous voyez la fin? J'ai envie de la fin de cette épidémie, la bronchiolite de l'année prochaine, parce que la bronchiolite elle sera là tous les ans. Et puis même le plus tard. Et dans la tête de vos collègues aussi. Vous nous posez la question de manière individuelle ou sur un plan collectif? Les deux. Alors moi, sur un plan individuel. Donc moi, je suis dans cet hôpital depuis 2007. J'ai toujours voulu faire ça. Je suis réanimatrice. Et c'est la première année où je me dis que je vais peut-être arrêter. Changer complètement de voie. D'accord. Et moi, c'est des choses que vous entendez aussi, j'imagine que vous n'êtes pas... je l'ai jamais dit. Enfin, je l'ai jamais dit. C'est pas l'exclu, mais... Face caméra, non, je l'ai déjà dit. Moi, je suis dans ce service depuis moins longtemps, mais j'étais dans un autre service avant. Mais ça fait 7 ans que je suis senior en réanimation.
J'ai moi aussi toujours voulu faire ça depuis toute petite. Et j'adore ce métier. Si on me demande, je ne me vois absolument pas faire autre chose. Mais des hivers comme celui-là, j'en tiendrai pas deux. Donc s'il n'y a pas de réforme structurelle engagée, si on voit pas un peu de lumière au bout du tunnel, moi je tiendrai pas non plus. D'accord. Mais merci beaucoup en tout cas. Moi, on essaie de batailler, on espère que ça va bouger, mais on sait très bien que ça va être aussi beaucoup de rapports de force qui va pouvoir faire changer les choses. Merci beaucoup. Voilà.